Il faut savoir ce qu'est un diverticule colique, qui est en fait une hernie de la muqueuse à travers la paroi colique, à travers la musculeuse, donc une des couches de la paroi du côlon. Et en fait, il y a un petit trou de musculeuse qui se fait dans la paroi et au travers duquel sort un petit peu de la muqueuse, toujours recouvert bien sûr de séreuse et donc de péritoine. Une affection qui est très fréquente, dont la fréquence augmente avec l'âge. La localisation habituelle des diverticules, c'est surtout le sigmoïde, mais ça peut intéresser tout le côlon. Donc il peut y en avoir sur le côlon gauche, le côlon transverse, le côlon droit, mais il n'y a jamais d'atteinte sur le rectum. Ça veut dire que la limite basse de présence des diverticules, c'est le bas sigmoïde juste avant le haut rectum. Donc le déficit en fibres alimentaires joue un rôle fondamental dans la pathogénie des diverticules par une augmentation de la pression endoluminale du côlon lors des mouvements de contraction. La latence clinique est la règle, c'est-à-dire que on ne sent pas les diverticules arriver jusqu'à ce qu'il y ait une complication due à la diverticulose. Les patients, ils ne savent pas qu'ils ont des diverticules. Donc la physiopathologie d'une diverticulite, c'est une obstruction d'un diverticule par des stercolites. Des stercolites, si vous voulez, c'est des matières, des sels qui sont calcifiés et qui viennent se coincer dans un diverticule. Et du coup, ce qui est dans le diverticule ne peut plus s'évacuer. Et donc, il y a une espèce de pullulation microbienne, puisqu'il y a tout ce qui est un peu dans le diverticule est coincé par le stercolite. Et ça fait donc... Ça fait une inflammation diverticulaire puisqu'il y a des milliards de bactéries dans le côlon. Et puis ensuite, ça peut se compliquer en abcès, en fistule ou en péritonite. On verra ça juste après. Donc la répétition des crises inflammatoires entraîne une sclérose hypertrophique de la paroi colique jusqu'à réaliser ce qu'on appelle une pseudo-tumeur inflammatoire sténosante. C'est-à-dire que quand on fait des crises de diverticulite répétées, un des moyens de cicatrisation du côlon, c'est qu'en fait, la paroi, petit à petit, pour se consolider, elle s'épaissit. Elle devient très épaisse, de façon chronique, le diamètre de la paroi s'épaissit. Et donc ensuite, ça fait des côlons qui ont moins de motilité. Et puis surtout, au bout d'un moment, ça peut entraîner une sténose, si vraiment les gens ont fait des crises répétées, qu'ils n'ont jamais été opérés. Donc comme je vous le disais, la diverticulose non compliquée, donc quand on ne sait même pas qu'on a des diverticules, là, la règle, c'est la latence clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe clinique, et ça s'installe, les diverticules s'installent dans le temps, sans aucune complication ou symptôme. Donc à l'occasion d'une exploration colique motivée pour des troubles fonctionnels ou autres, on peut très bien découvrir pour un scanner fait pour le bilan d'une lésion du pancréas ou n'importe quoi, que le patient en fait il a une diverticulose colique. Bon, si on découvre juste ça, il n'y a rien à faire. Il faut juste ensuite le savoir et expliquer au patient qu'il est porteur d'une diverticulose colique susceptible de faire ensuite des complications. Mais l'examen clinique dans ce cas de figure-là, il est normal. Donc la diverticulite aiguë sigmoïdienne, ça c'est le tableau d'inflammation d'un diverticule. C'est un tableau, si vous voulez, d'appendicite à gauche. C'est-à-dire que les patients, ils auront l'apparition progressive d'une douleur en fosse iliaque gauche, avec plus ou moins des nausées, des vomissements, ça c'est quand même des signes qui sont complètement inconstants. Mais la douleur en fosse iliaque gauche, ça, elle est bien présente. Généralement de la fièvre, plus de 38 ou voire même beaucoup plus. On peut voir, il y a des gens qui ne font pas de fièvre, mais bon, généralement, quand il y a une vraie poussée de diverticulite, les patients, ils ont quand même de la fièvre. À l'examen clinique, on trouvera une douleur provoquée, donc une sensibilité, ou voire une défense. Je pense que vous connaissez, vous avez eu des cours de sémiologie digestive, vous connaissez la différence entre une sensibilité, une défense, une contracture ? Oui. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à la défense, même à la contracture si ensuite il y a une perforation d'un diverticule. La douleur en haut et à gauche au TR, bon ça il faut le savoir, c'est encore dans les bouquins, mais bon il faut quand même savoir que dans la vie de tous les jours on ne fait pas un toucher rectal comme ça aux patients qui arrivent aux urgences, c'est pas du tout la priorité. Donc ça voilà, c'est encore dans les bouquins, mais c'est vrai qu'en pratique on ne le fait pas. Et ensuite bien sûr faire une auscultation complète, un examen clinique complet de la paroi de l'abdomen,
en recherchant des cicatrices abdominales. Si le patient a déjà été opéré, il faut bien sûr l'interroger, savoir quels sont ses antécédents chirurgicaux, et puis palper les orifices hernières au cas où on passe à côté de quelque chose, d'une occlusion ou quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut faire un bilan biologique, donc ça fait partie des examens paracliniques avec l'imagerie qu'on verra tout à l'heure, avec bien sûr une NFS, on va rechercher une hyperleucocytose, ainsi qu'une CRP élevée, donc témoin d'une inflammation. Donc voilà, fièvre, douleur abdominale fossile iliaque gauche, plus syndrome inflammatoire, déjà on commence à se diriger et à penser, en tout cas faut surtout pas l'oublier, à une crise de diverticulite aiguë sigmoïdienne. L'imagerie, donc ce sera surtout le scanner, d'accord. La SP n'a pas forcément de place maintenant en 2017, hein. Donc on va aller directement au scanner, bien sûr injecter si c'est possible, si le patient n'est pas insuffisant rénal, avec plus ou moins, en fonction en urgence ou pas, une opacification basse qui permettra vraiment de caractériser la diverticulose. Le diagnostic positif donc de diverticulite, c'est justement la présence de diverticules. Si déjà on en voit, même s'ils sont sains, ailleurs que dans la zone inflammée, je veux dire, c'est un bon signe positif. Donc un épaississement de la paroi colique. Donc là, je peux vous le montrer, on ne voit pas forcément très bien, mais en fait on voit ici qu'on ne voit pas la lumière colique, elle est ici. Le côlon est là, on voit pas très bien la lumière colique, ce qui montre en fait qu'il y a vraiment un épaississement important de la paroi. D'accord ? Et ensuite, une infiltration de la graisse périsigmoïdienne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que, bien sûr, ça, je pense que vous le savez, donc le sigmoïde et puis tout l'intestin grêle, le côlon, est vascularisé par les mésos. Les mésos, c'est de la graisse dans laquelle circulent les vaisseaux qui amènent donc la vascularisation aux organes digestifs. Et normalement, les mésos, c'est ce qu'on voit, c'est de la graisse qui est très noire. Là, vous voyez ici, par exemple, ça c'est de la graisse qui est noire et qui est saine. Noire, ça veut dire qu'elle est peu vascularisée, qu'il n'y a pas d'inflammation et qu'il n'y a pas de souci. Autant injecter, si vous voulez, cette graisse du méso, quand il y a une diverticulite, il va y avoir une inflammation locale avec une augmentation de la vascularisation, ce qui fait que le méso et donc la graisse péricolique va devenir beaucoup plus hyperdense, puisqu'il y a plus de vascularisation, d'accord. Donc on dit qu'il y a une infiltration de la graisse périsigmoïdienne, et ça on le voit avec, vous voyez que la graisse ici autour, tout ce qui est un petit peu gris là comme ça, normalement ça devrait être noir comme ça. Donc c'est comme ça un peu qu'on fait le diagnostic aussi positif, c'est un des signes. Et puis bien sûr on va rechercher donc des complications. Donc les complications d'une diverticulite aiguë sigmoïdienne, ça peut être un abcès périsigmoïdien, c'est-à-dire qu'il y a une petite perforation d'un diverticule, mais qui sera cloisonné par les organes adjacents ou par le péritoine, ce qui fait qu'il n'y aura pas du pus partout, mais que ce sera vraiment un abcès vraiment bien localisé, bien cloisonné. Ensuite, quand il y a une inflammation vraiment très importante, ça peut faire une fistule, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une perforation, mais une perforation dans un organe adjacent. L'inflammation est telle que ça va un petit peu grignoter la paroi des organes adjacents. Donc ça peut très bien être le grêle, ça peut être le vagin, avec des fistules colovaginales, ou même la vessie colovésicale. Et puis ensuite, bien sûr, des péritonites, avec donc perforation là pour le coup d'un diverticule, et avec du pus qui se répand un petit peu partout dans la paroi, dans l'abdomen, dans la cavité péritonéale, avec la présence d'un pneumopéritoine souvent, et bien sûr d'un épanchement intra-abdominal important.